Je suis partie au bout de 2 ans parce que j'avais un manager qui ne convenait pas et qui se comportait mal. Ton entreprise, donc, où est-ce que tu en es là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je l'ai arrêté. Je faisais beaucoup d'insomnie. Je me suis rendu compte que l'insécurité financière, ça pour moi, c'était trop lourd. On nous dit c'est facile de faire un site internet. Bah non. Quand on met le nez dedans, ben c'est pas si simple. Et ça me plaît pas assez pour que j'y passe toute mon énergie. Je me suis dit, le salariat, ça a aussi un certain confort. Tu entreprends sur d'autres projets perso ? Ouais. Le but, c'était de faire des soirées donc pour les femmes, pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur, mais qu'on n'a pas forcément le temps de discuter. Moi, je m'épanouis en dehors du travail. Et je pense que mon côté entrepreneurial va se développer dans l'associatif ou dans d'autres choses. J'accepte ce qui est passé et je fais avec ce qui a eu lieu et pour soit changer les choses après, soit évoluer. Tu as quand même tiré pas mal de leçons à ça. Quand même. Bienvenue sur Binov TV dans One to One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Ici, nous explorons l'entrepreneuriat sous toutes ses facettes. Je suis votre hôte Massini Sabouarouj et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Joséphine Ballan, une entrepreneuse au parcours riche et diversifié et qui fait de l'inclusion et de l'ouverture d'esprit sa bannière. À travers ses projets, Joséphine a cherché à mettre en lumière le rôle des femmes dans le monde professionnel et à promouvoir l'égalité des sexes. Elle est ici pour partager avec nous son histoire, ses défis et les leçons qu'elle en a tirées. Une conversation qui s'annonce aussi riche qu'inspirante. Bonjour Joséphine, c'est un plaisir de t'accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Prête pour cet échange ? Oui, je suis prête. Bonjour Massinissa, merci de me recevoir. Bonjour Joséphine, merci. Comme tu le sais, là on va parler bien sûr entrepreneuriat. Comme j'ai dit en intro, sous toutes ses facettes, ouais. Parce que c'est pas toujours un fleuve tranquille. Non. Donc voilà. Alors nous avons préparé un certain nombre de petites questions parce que l'émission va se dérouler en plusieurs parties. La première partie, bien sûr, c'est cette intro, cette présentation qu'on va faire. Puis la deuxième partie, ça sera la discussion vraiment approfondie sur tes projets, ce que tu fais, etc. Okay. Et puis il y a toujours une troisième partie, parce qu'il en faut. Même après un match de rugby, voilà. C'est normal. Là, l'objectif, c'est les prolongations, c'est vraiment de discuter vraiment des leçons du futur et de conclure, bien sûr, cette émission. Tu viens de Toulouse ? Oui. Donc, tu as quand même fait un petit chemin avant de nous rejoindre. Un bon trajet en train qui promeut l'échange des germes, comme je l'entends un peu peut-être ma voix. Alors là, on va parler un peu parcours personnel, études, compétences, expertise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours personnel et professionnel ? Je peux. Alors, je vais démarrer à mes études parce que avant, c'est un peu classique, hein, l'école, le collège, le lycée. Moi, j'ai fait des études de chimie, physique et biologie appliquées au domaine du vivant. J'ai eu un master. Mais en licence, déjà, je commençais du coup déjà à me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard, parce que c'est une question qui me taraudait pas trop, quoi. Je me posais pas trop de questions, je suivais le chemin, puis on verra après. Et en fait, je me suis dit, bon, chercheur, non. Je me voyais pas passer du temps dans le labo, même si on a beaucoup d'idées préconçues sur le métier. J'avais fait un stage, je savais que c'est pas ce que je voudrais faire. Prof non plus, je m'étais dit peut-être plus tard, quand j'aurai 40, 50 ans, je verrai. Mais sur le moment, c'était pas ça que je voulais. Donc, j'ai pris des cours du soir, en fait, pendant mon année de master quand j'étais à la fac. Le soir, j'allais prendre des cours de mercatique. Parce que le marketing en français, ça se dit mercatique. Et je me suis dit, ça me plaît, c'est sûr. Donc, après mon master, je passe les concours des écoles de commerce. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'IAE à Paris pour leur MBA, que c'est généraliste, en 1 an. Et avec ce double bagage, après, j'ai intégré Sanofi. Donc un fleuron français dans les médicaments. Et j'ai intégré l'équipe des études de marché. Et alors, j'avoue que ça a été une découverte. Hein. Moi, les études de marché, je ne connaissais pas forcément. Mais ça m'a beaucoup plu.
On était en équipe et on travaillait sur trois continents. Enfin, c'est pas exactement des continents, mais sur 3 zones mondiales. Il y avait l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Ça s'appelait l'Intercontinental. Et, et en fait, suite à cette expérience, j'ai pu partir à l'étranger et travailler 2 ans pour Sanofi aux Émirats Arabes Unis. Et là-bas, j'ai fait encore des études de marché, une année en solo, entre guillemets, parce qu'à Paris, on était en équipe. Quand on était en région, après, on gérait seul. Et une année dans une... c'était un peu la start-up dans Sanofi, alors c'était peut-être pas la seule, hein, mais c'était en tout cas la seule aux Émirats, où on s'occupait du lancement des médicaments génériques au Moyen-Orient. Et donc ça, c'était vraiment... on était 4 4 dans nos bureaux, puis il y avait après le bureau de l'assistante et le bureau de notre manager. Et on avait chacun notre gestion. Moi, je gérais donc la partie marché, la partie marketing des lancements. Mais y a une question là qui me vient, mais pourquoi il y a une spécificité à ce marché-là du Moyen-Orient? Pourquoi ne pas faire cette partie marketing, études de marché, on va dire, depuis l'Occident? Alors, c'est ce qui se faisait en fait. Moi, quand je suis arrivée à Paris, quand je suis arrivée à Sanofi, pardon, ils étaient basés à Paris et en fait, ils ont décidé de partir et de se baser au Moyen-Orient pour être plus près des pays. Et effectivement, de connaître les pays, de connaître certaines choses, ça permet aussi d'être plus efficient dans certaines choses. Par exemple, c'est en étant... alors, je l'aurais peut-être sûrement même appris à Paris, mais c'est vrai qu'en étant sur place, on croise les gens plus souvent et on connaît un peu mieux le marché. Et notamment, par exemple, c'est pas un secret, hein, quand on lance un médicament générique, et par exemple, aux Émirats Arabes Unis, si on est le premier à lancer, on va avoir un prix X, et puis en deuxième, on sera un prix un peu en dessous, troisième encore en dessous, quatrième un peu encore en dessous. Et ça, on le sait parce qu'on est sur place. Alors, j'aurais pu appeler, mais on l'apprend, en tout cas, parce qu'on discute aussi avec les locaux. En tout cas, les gens qui travaillent sur place. Parce qu'on était dans la zone Moyen-Orient, mais il y avait aussi l'équipe qui était là que pour les Émirats Arabes Unis. D'accord. Et il n'y a pas un changement spécifique des formules parce que... Non, après, les médicaments sont les mêmes. Pareil. Non, ça, c'est les mêmes. Ok. Alors, forcément, avant cette émission, on a échangé quand même un petit peu et discuté. Et c'est vrai que pendant nos échanges, tu m'as dit avoir suivi en fait 2 formations courtes qui t'avaient beaucoup plu. Alors moi j'avais noté un MOOC, alors le MOOC c'était plus tard encore sur le coaching, voilà. Et ça c'est vrai que je suis assez, ça c'est plus mon caractère, je suis assez à l'écoute avec mes amis et j'aime bien les aider, alors pas à résoudre des gros conflits mais des questions etc. Et j'avais une tendance à donner mon avis et en fait à ce coaching, non mais après c'était parce qu'on me le demandait aussi, hein. Mais en l'occurrence le coaching, j'ai découvert qu'en fait c'est de coacher quelqu'un, c'est pas de proposer, c'est pas forcément, non, en plus donner son avis c'est pas forcément le cas, mais c'est faire des suggestions ou proposer des idées ou des choses pour changer ou pour évoluer. Et en fait le coaching c'est plus aider l'autre à trouver lui-même les idées ou ce qui lui convient, parce que ce qui moi me convient ne te conviendra pas et ne conviendra pas à une personne tierce. Bien sûr, c'est vrai. Donc ça, je sais que ça m'avait effectivement beaucoup plu. Et donc c'est fait, j'ai travaillé 3 ans pour eux. Ensuite j'ai travaillé pour GLS qui fait les livraisons de colis. Et donc là, je m'occupais du marketing pour la France. Je suis partie au bout de 2 ans parce que j'avais un manager qui ne convenait pas et qui se comportait mal. Okay. Et c'est là que j'ai décidé de monter mon entreprise parce que je me suis dit, à partir du moment où j'ai su que j'allais partir de GLS, je me suis dit, franchement, fais ce que tu as envie. Enfin, voilà, ouvre les portes. Voilà. Et donc j'ai commencé en me disant, je vais racheter une librairie qui était en train de se vendre. Après, je me suis dit, non, je vais faire quelque chose sur l'égalité homme-femme. Et finalement, j'ai lancé mon entreprise sur le marketing et la communication et les études de marché, parce que c'est mon cœur de métier. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais, j'ai effectivement du coup fait un MOOC sur l'égalité femmes-hommes, qui était passionnant et je le recommande. C'était sur Silage, si je me rappelle bien, silage.info, je crois. Et ça couvre en fait plein de domaines sur l'égalité femmes-hommes. Et c'est là qu'on se dit, bon, il y a eu un travail de fait, il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'avancées, mais il y en a encore plein. Enfin, il y a le choix en fait. On peut prendre n'importe quel domaine, il y a toujours des choses à faire. Donc voilà, ça m'a beaucoup marqué ça. Et ce MOOC sur l'égalité homme-femme, c'est par rapport aussi à ton expérience quand tu me disais que ton ex-employeur se comportait mal, c'est aussi lié quelque part à ça parce que Je pense que ça a été le déclencheur. Ouais. Je pense que j'étais déjà... je voyais déjà des choses au quotidien où je repérais des choses, mais ça a été le déclencheur. Et puis, il faut savoir que dans le transport, on est quand même dans des entreprises qui sont quand même
très masculine et c'est quand même une ambiance spécifique. Testostérone. Ok. Bien. On en sort bien. C'est clair. Bon, donc oui, il y a donc un parcours quand même assez riche sur cette partie marketing où tu as quand même fait donc cette expérience au Moyen-Orient qui t'a apporté, je pense, plein de choses chez Sanofi. Et puis, du coup, sur les personnes ou les expériences qui t'ont le plus inspiré, tu dirais quoi? Moi, je pense que c'est la vie. Je En vais faire général. une réponse d'Edouard Baird. Mais non, je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont inspiré. J'aurais du mal à donner un seul nom. Je sais que par contre, il y a quelqu'un que j'ai écouté très tôt en podcast. C'est le philanthrope Alexandre Mars. Si je me trompe pas, je pense que c'est bien lui. C'est bien ce nom-là. On va le chercher. Ouais. Non, mais je pense que c'est ça. Et ça, je l'ai écouté alors que je travaillais encore en entreprise et je m'imaginais pas entrepreneuse, mais ça me faisait rêver. Enfin, rêver peut-être pas, mais ça m'inspirait, je réfléchissais du coup différemment parce qu'il interviewait uniquement des entrepreneurs et des entrepreneuses. Après, franchement, je me nourris de tout, enfin, que ce soit une sortie à un concert ou que ce soit une discussion entre amis, tout est intéressant, tout est enrichissant, moi, je trouve. Et aujourd'hui, comment ta perspective perso-pro, est-ce qu'elle a évolué au fil des ans? Comment c'est-à-dire au départ, forcément, tu te voyais dans le monde de l'entreprise, tu as ensuite voulu entreprendre. Comment est-ce que ça a évolué dans tout ça? Bon, il y a eu cet élément un peu déclencheur que tu m'as dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que j'ai un profil d'entrepreneuse. J'ai toujours aimé déjà les suivre parce que après, j'en ai suivi plein sur LinkedIn, par exemple. Je ne saurais pas dire lesquels parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai cette fibre, en tout cas, j'aime bien lancer des projets, j'aime bien créer des événements. Donc ça, je pense que je l'avais à la base. Quand je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, je me suis dit, je vais tenter l'entrepreneuriat. Je vais utiliser mes 2 ans de chômage et on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et en fait, aujourd'hui, j'en reviens, mais c'est pour certaines raisons qu'on va, j'imagine, évoquer un peu plus tard. En effet, oui, on va les évoquer maintenant parce que là, on va parler un peu de ton histoire entrepreneuriale. Est-ce que déjà, tu peux nous parler de l'idée originelle du projet? La fondation, est-ce que tu as d'autres associés ou il n'y a que toi? Voilà, donc je t'invite. Donc du coup, une fois que j'avais dit la librairie, ça ne convenait pas, l'égalité homme-femme, j'avais bien avancé et en fait, je m'apprêtais à travailler plus sur l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Et en fait, je me suis dit, en discutant avec des femmes qui avaient un peu travaillé là-dedans et puis en me rendant compte de ce que j'allais faire au quotidien, je me suis dit, je vais être en colère tout le temps. Et la colère, moi, c'est un truc qui sort très vite. Donc, c'est quelque chose que je peux faire facilement. Et je me suis dit, je veux pas un travail qui me mette en colère toute la journée. Donc ça, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire autre chose. C'est dur à trouver. Ouais. Oui, je suis d'accord. Pas toute la journée, mais en tout cas, on est tous un petit peu, même quand on est entrepreneur, il y a toujours un peu des moments... Ça, je le comprends, mais le sujet m'aurait à chaque fois mis en colère, parce que les choses qu'on m'aurait racontées auraient été à chaque fois des situations où les femmes auraient été en dessous, où les femmes n'auraient pas été respectées, où les femmes auraient été, on les aurait maltraitées, plus loin traitées. J'espère pas plus loin. Donc voilà, donc je me suis dit, à chaque fois, ça va vraiment m'énerver et je sais qu'au bout d'un moment, ça risque d'être nocif pour moi déjà, parce que pour la santé mentale, c'est quand même important. Et puis même pour le quotidien, enfin, faire face que à des situations comme ça qui sont inégales, en fait, non. Je sais que ça aurait été trop dur pour moi. Ton entreprise, donc tu as lancé une auto-entreprise dans le monde du marketing, donc là où tu proposais tes services pour les entreprises, pour les accompagner, pour les aider dans leur marketing, leur com leur aussi. Communication, Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Où est-ce que tu en es là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je l'ai arrêté. Parce qu'en fait, déjà, il y a deux, voire peut-être 3 raisons, parce que depuis qu'on a discuté, j'ai maturé. Et alors, il y a la première raison, c'est que je faisais beaucoup d'insomnie. Et j'ai réalisé, quand j'ai eu un beau contrat, que je faisais plus d'insomnie. Et en fait, je me suis rendu compte que l'insécurité financière, de ne pas savoir si on aura un client après, quand, etc., ça, pour moi, c'était trop lourd.
clairement. Et d'ailleurs, un gros respect à tous ceux qui sont célibataires ou qui le font seuls, sans avoir un conjoint ou quelqu'un avec qui ils vivent, parce que je trouve que ça, c'est encore plus dur. Et moi, ça a été une des choses qui a été... Enfin, ça a joué, en tout cas, clairement. Alors, j'aurais peut-être pris la même décision en étant à deux, hein, c'est possible. Oui. Mais en l'occurrence, de pas se dire j'ai mon conjoint qui peut ramener les épinards quand moi je ramène rien, bah, ça joue, je pense. Ouais. Donc, gros respect à ceux qui le font. Et alors, ça, c'était la première raison. La seconde raison, c'est que moi, je travaille en multi-projet. Je peux pas avoir un seul gros projet. Mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Enfin, ça, c'est un des avantages quand on est entrepreneur, c'est que... Et d'ailleurs, je le conseille, focus, c'est de... quoi. Comment ? Quand on a plusieurs trucs, on n'est pas forcément focus. Alors non, c'est pas à ça que je pensais. Ah, vas-y. C'est bien tenté. Non, c'est que... Parce que c'est un reproche que je me fais des fois. Je suis pas focus quand j'ai moi, plein j'ai de trucs, besoin d'avoir l'un ou l'autre parce qu'en fait, quand il y en a un où je suis bloquée, je vais travailler sur autre chose et ça va tout doucement faire son chemin et je vais pouvoir avancer sur le premier. Et l'autre chose, c'est que ça, je l'ai compris et je le comprends encore aujourd'hui en faisant du développement personnel. Et ça, je trouve quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, c'est hyper important parce qu'on se connaît mieux et du coup, on sait mieux comment réagir face à une situation, comment gérer certaines choses. Ça, c'est un truc pour moi hyper important. Et donc, avec ces deux choses-là, moi, je me suis dit, ma santé ne doit pas en pâtir. Donc ça, de toute façon, ça sentait le roussi déjà. Et puis du coup, après quelques mois, je me suis dit, on arrête. Et je retourne vers le salariat. Alors sans aucune colère, ni énerve, ni quoi que ce soit, je suis très contente d'y retourner. D'accord. Vraiment. Ok. Mais du coup, pour toi, tu le vis comme un échec quand même? Oui, c'est un échec parce qu'effectivement, j'ai pas réussi en tant qu'entrepreneuse, mais non, parce qu'en fait, il y a des choses qui me convenaient pas, donc c'est pas grave, en fait, on avance quand même. Je me suis fait... Mais d'ailleurs, pour retourner sur le salariat, par contre, je me fais accompagner. Parce que là, par contre, je me suis dit, ok, si je retourne dans le salariat, je vais où ? Est-ce que je vais vers le marketing et la com, ce que j'ai toujours fait ? Est-ce que je vais plutôt vers quelque chose qui est tourné vers les femmes ? Enfin voilà, il y a tellement de sujets qui à chaque fois m'intéressent que je me pose des questions. Donc là, je me suis fait accompagner pour être sûre de moi et savoir ce que je voulais. Tu m'avais dit aussi Ouais. que ça te portait pas, quoi. C'était pas vraiment... c'était pas quelque chose où tu étais vraiment motivé à le faire. Et ce qui te motivait quelque part, c'était de l'argent. Oui, forcément. Voilà. Ouais. Oui, mais d'accord, mais c'est pas le projet en soi, n'est pas quelque chose qui t'a vraiment... Et en fait, c'est sûr que c'est ce que je le résume en disant que le marketing, j'aime bien ça, j'en travaille sans problème. Mais en fait, ils mettent ma passion, mon énergie tout le temps, non. C'est pas en fait, j'y repensais en venant. Moi, je travaille pour vivre à côté. Je fais pas l'inverse. Et du coup, le marketing, j'aime beaucoup. Je peux passer des heures, je peux bosser sur des projets, je peux présenter des dossiers, etc. Je peux faire des études de marché. Mais y passer mes week-ends, mes soirées, y passer toutes mes pensées, non. En fait. Et effectivement, c'est peut-être un des sujets sur lequel j'aurais peut-être dû prendre un autre sujet pour monter mon entreprise. C'est possible. Mais j'ai pas de regret de l'avoir tenté sur ce sujet-là. Tu t'es pas dit c'est un projet suffisamment intéressant et suffisamment inspirant pour toi pour prendre tous les risques, quoi. Sincèrement, non. Pour moi, le marketing et la com n'en valent pas la peine. N'en valent pas la peine. Pas à ce point-là. Mais après, il y a l'aspect aussi indépendance. Bien sûr, financière, bien évidemment. Indépendance dans sa vie. C'est pour ça que la question, elle est... Parce que le salariat, c'est quand même très compliqué. Moi, j'ai fait aussi du salariat et il y a quand même des contraintes assez importantes dans le monde du salariat. Quand on va justement souvent vers l'entrepreneuriat, c'est de se dire aussi que je veux plus ça, donc je veux une certaine indépendance, une certaine liberté, une certaine aussi liberté financière. Comment tu t'es dit c'est pas suffisamment intéressant pour vraiment repartir de l'autre côté? Je pense que en fait déjà au bout de je sais pas si c'était au bout d'un an ou je sais plus du tout à quel moment j'ai réalisé ça, je me suis dit le salariat ça a aussi un certain confort. Toute la partie administrative, on vient d'en parler. La partie financière, tu t'en occupes pas, tu sais que ça tombe à la fin du mois. Donc l'administratif, tout ça, c'est aussi un confort. Enfin, même si effectivement, je suis bien d'accord qu'on fait des concessions, qu'il y a un lieu de travail, que parfois il y a des collègues bruyants ou des collègues voilà, enfin il y a des concessions à faire clairement. Mais là, clairement, j'ai aucun problème à repartir et à faire ces concessions-là parce qu'il y a aussi des avantages. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients aux deux.
moi, je m'épanouis en dehors du travail. On en parlera après, mais j'ai d'autres activités qui sont plutôt associatives ou en dehors, qui, eux, vont m'épanouir. Alors, mon travail va m'épanouir pour certaines raisons, mais en dehors, je vais trouver d'autres raisons de m'épanouir sur d'autres sujets. Et je pense que mon côté entrepreneurial va se développer dans l'associatif ou dans d'autres choses, et du coup, pas au travail. Donc, je pense que ça dépend comment on développe sa vie, comment on a envie de la développer et quel côté on a envie de développer. En gros, toi, si je comprends, c'est l'aspect argent, tu veux la sécurité. Oui. Mais le reste, les passions et autres, entreprendre, mais ailleurs. Exactement. Sur d'autres choses. C'est une autre façon. C'est une autre façon d'entreprendre. Oui, c'est une autre façon d'entreprendre. Et puis, oui, quand je disais que oui, l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde parce que justement, et c'est le but aussi de cette émission, c'est de déconstruire un petit peu les idées qu'on peut avoir quand on veut se lancer. Et moi, je les ai eues, ces idées, quand j'avais 20 ans et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est de me dire, ok, c'est génial, c'est facile, on va juste monter le projet et puis voilà, ça va. C'est bon. On va faire des millions de levées, on va faire plein de choses. Mais en fait, quand on n'a pas ce recul-là et puisqu'avant, il n'y avait pas vraiment beaucoup de podcasts entrepreneuriat, il n'y avait pas vraiment d'émissions sur ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on a la chance de l'avoir et c'est vrai que moi, souvent, quand je discute avec certains entrepreneurs, je leur dis, est-ce que tu es vraiment prêt à entreprendre ? Parce que tu me dis que dans un mois, tu vas faire 100 millions de levées. Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu crois que ton projet vraiment va faire autant ? Est-ce que tu as les moyens de pouvoir l'assumer ? Est-ce que tu as le réseau qu'il te faut ? Est-ce que tu as... Et en fait, il y a tout ça que je te dis là parce que finalement, c'est une expérience que tu vis et que tu te dis, ok, en fait, c'est pas aussi évident que ça, c'est pas aussi facile que ça. Et parfois, il faut prendre le temps avant d'y aller et d'être sûr réellement que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on veut. Parce que quand tu dis quand on entreprend, on a des insomnies, on dort mal. Des fois, on est... Après, ça peut arriver aussi quand on est salarié. Hein. Bien sûr. Alors, je dis pas l'inverse. L'un n'empêche pas l'autre. Non, ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui arrive aussi dans le monde salarial. Mais dans le monde finalement de l'entrepreneuriat, il y a le risque financier plus qui est là. Surtout, bien sûr, quand on vit seul, puisqu'on doit se prendre en charge. Et surtout quand on a aussi une famille, des enfants, bien etc. sûr. Ça, c'est un autre point encore. Bien sûr. Un autre poids qui vient et qui c'est sûr. qui s'ajoute. On prend aussi des risques différents, je pense, quand on a une famille. Est-ce que finalement, les défis que tu as rencontrés, donc tu m'as dit, c'est cette histoire de trouver le client, de pouvoir avoir une certaine, en fait, un certain flux de clients qui peut te pérenniser quelque part et puis te permettre de dire ok, c'est bon, j'ai suffisamment de clients pour mais en fait, avec le recul, revenir. Je vais facilement me promouvoir, parce qu'en plus, c'est vraiment se promouvoir quand on est entrepreneur et quand on est freelance. Je vais facilement me promouvoir pour du coup mes cercles dont on parlera après, ou pour d'autres activités comme les visites de la basilique Saint-Cernin à Toulouse. Mais me promouvoir pour mes activités de marketing c'était pas mon dada, quoi. C'est ça qui est fou. Enfin, mais ça, je peux le dire avec le recul, et je peux le dire parce que je l'ai essayé, que je l'ai tenté, que je l'ai fait. Je l'ai fait certaines fois, mais c'était des choses qui me demandaient tellement d'énergie que après sur le reste, j'en mettais moins, et il fallait quand même en mettre sur plein d'autres choses. Et en plus, la recherche de clients, c'est un point essentiel. Sans les clients, de toute façon, il n'y a pas. Alors après, y a des défis. C'était moi aussi une idée préconçue. On nous dit c'est facile de faire un site internet. Bah non, alors oui, maintenant il y a des méthodes no-code qui sont encore qui se permettent de simplifier, mais c'est pas si simple si on veut faire quelque chose qui nous ressemble. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Moi, j'avais envie de le faire parce que ça me permettait aussi d'ajouter une corde à mon arc. Donc je l'ai fait. Après, ça m'a demandé plusieurs mois et de comprendre comment ça fonctionne, le site internet, d'aller chercher le bon... alors maintenant, j'ai oublié les mots, mais à l'époque, je les avais. Le nom de domaine, l'hébergement. Alors, le nom de domaine, c'est facile avec le nom de... Mais l'hébergement, quel type de choses, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'on prend français ou pas français ? Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... Il y a pas mal de choses. Tout ça, on se dit c'est facile, mais en fait, quand on met le nez dedans... c'est pas si simple. Pourtant, là, on est sur un site finalement vitrine classique. Oui, en plus, c'est très simple. Donc, on n'est pas sur la plateforme avec... oui, exactement. On n'est pas en train de proposer 50 options. Mais pour donner un exemple vraiment concret,
on se dit que le métier de livreur, par exemple, Ouais. c'est quand même simple à imaginer. On Ouais. s'imagine très facilement. Et ben, pour avoir fait des tournées de livreur, oui, on l'imagine facilement, mais on se rend pas compte de la difficulté Ouais. du job. Ça, je l'ai fait. Hein, Et une ça, tournée. tu vois. J'ai fait une tournée, parce que quand j'étais à l'époque chez Office Depot, Ouais, on nous proposait finalement, moi j'étais dans la partie représentation commerciale, Ouais. etc., mais on nous proposait d'aller voir nos livreurs et Ouais. de faire des journées avec eux ouais. pour se rendre compte réellement de la chose, parce qu'on avait beaucoup de clients Mm. qui nous disaient oui, des retards de livraison, des trucs, des problèmes, etc. Et des fois, en fait, on était un peu démunis dans les arguments. Ouais. Et quand on passait cette journée-là avec les livreurs à vivre le moment et la difficulté que Oui. c'est juste terrible. Et ils sont ultra courageux et franchement, Franchement, respect total. livreur, livreuse, big up. Et c'est vrai que on se dit, ouais, je comprends. Donc, du coup, quand on a un client qui commence à nous dire, oui, non, mais attendez, moi, je vous attendais à 7h, vous êtes arrivé à 7h30, c'est pas possible, c'est hors de question. Donc, on lui dit, écoutez, on se calme. Là, il y a quand même la personne, voilà, elle a rencontré forcément des soucis sur la route. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Que oui, Non, mais voilà, des retards, c'est quelque chose... Je trouve que voilà, ça montre bien l'exemple de s'imaginer quelque chose. C'est très facile d'imaginer le quotidien du livreur, mais on oublie on oublie plein de choses. Déjà, le nombre de montées d'escalier, de descentes, le colis, il est porté 4 fois avant d'être porté. Enfin, quand il arrive, il l'a porté 4 fois dans la même journée avant de l'apporter à la personne. Et il en a combien dans le camion de colis? C'est vrai. Donc voilà, c'est des choses où on se dit, on s'en rend compte parce qu'on est dedans ou parce qu'on est... Voilà, on s'en rend pas compte quand on idéalise. Mais après, c'est normal aussi, c'est comme ça qu'on idéalise et qu'on se fait des idées et qu'on évolue. C'est en se fixant des objectifs. C'est clair. Quand tu me disais que ce qui te, on va dire, ce qui te passionnait pas, c'était le fait de te vendre à chaque fois. Mais quand tu fais des entretiens aujourd'hui pour repartir dans le monde du salariat, tu dois te vendre quelque part. Oui. Donc, est-ce que c'est pas un peu... Moi, je trouve que c'est un peu différent parce que déjà, il y a un tri qui est fait. Donc, si j'ai l'entretien, c'est qu'a priori, mon CV les intéresse. Oui. Donc, déjà, ça a une partie formatée, un peu cadrée. Et pour moi, je sais aller chercher les bons arguments parce que je sais ce qu'ils cherchent, je sais ce que moi, je propose. Et si ça me semble en adéquation, je saurais préparer l'entretien et préparer les bons arguments pour pouvoir dire, bah voilà ce que je vous propose. Après, ça colle pas. Oui. Mais au moins, c'est préparé. Alors que... pour moi, c'était une des choses qui était plus difficile, c'est que quand on rencontre en after work des gens, on ne sait pas forcément ce qu'ils veulent, voilà, même si je proposais plusieurs choses. Mais même si tu intégrais cette entreprise, il y a quand même toujours une forme commerciale. Bien sûr. Tu dois vendre on va dire, te vendre aussi aux clients de l'entreprise, argumenter, faire en sorte de... Ouais, mais après, quand même, souvent, alors que ce soit le marketing ou les études de marché, on est quand même tous là pour que l'entreprise travaille. Donc, c'est quand même un rapport qui est plus simple. Pour moi, simplifié. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. C'est quand même simple. Une équipe marketing vient me voir en me disant on a besoin d'une étude de marché. Bah, c'est normal qu'ils viennent me voir moi et qu'ils ne savaient pas voir à l'extérieur. Même si on allait voir à l'extérieur, c'est moi qui allais gérer le projet. Donc, pour moi, il n'y a pas tout ce côté inconnu, en fait. On est là pour la même entreprise, dans le même bateau. On avance dans la même direction, normalement. Et donc, pour moi, ça enlève beaucoup d'inconnus, en fait, notre entreprise. Et si maintenant, on imaginait quelque chose. Ouais. En gros, tu as un pouvoir magique qui est celui de remonter le temps. Ah Alors, quel est qu'est-ce que tu changerais, on va dire, dans ton approche, notamment dans la façon dont tu as fait face aux défis, dont tu as peut-être monté cette boîte. Est-ce que... qu'est-ce que tu ferais de différent, on va dire? Naturellement, j'ai envie de dire rien. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait un choix, on apprend des choses, qu'ils soient bons ou mauvais. Peut-être que je passerais peut-être que je me dirais d'avoir appris à faire un site internet, uniquement le mien, qui n'était pas non plus qui était une vitrine. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de temps ou d'énergie sur apprendre à découvrir un client ou à en aborder de nouveaux ou à trouver de nouvelles méthodes. Maintenant, moi je suis pas très... voilà, le temps il est passé, on revient pas trop... on revient pas en arrière, donc j'accepte ce qui est passé et je fais avec ce qui a eu lieu et pour soit changer les choses après, soit évoluer. Ok, tu as quand même tiré pas mal de leçons à ça. Quand même. Bon, c'est bien, on va en parler après. Est-ce que tu rencontres des difficultés aujourd'hui
pour repartir dans ce monde-là? Alors, au début, oui, parce que je me suis dit où est-ce que je vais. Enfin, j'avais envie de postuler à plein de trucs et j'ai postulé à plein de trucs. Donc, je me suis fait accompagner. D'ailleurs, je dois dire que l'APEC et l'entreprise Chance ont été super. Et en fait, suite à notre discussion au téléphone, j'ai changé mon CV. Je n'ai pas mis auto-entrepreneuse, j'ai mis consultante. Ouais. Et alors, je ne sais pas encore si ça a vraiment changé des choses, mais je pense que oui. D'accord. Pour donner juste un petit peu de... Oui, pour donner un peu de contexte, en fait, j'avais déjà postulé à d'autres offres et j'ai eu des offres, j'ai arrêté certains processus et d'autres se sont arrêtés. Et j'avais mis sur mon CV, donc entrepreneuse. Et en fait, c'est vrai que j'avais beaucoup d'offres qui correspondaient à peu près à mon profil. Après, on peut jamais correspondre complètement. Et je n'avais aucune réponse. Et donc, tu m'avais fait la remarque de est-ce que tu penses que d'écrire entrepreneuse sur ton CV peut changer les choses? Et naïvement, je pensais pas. Mais aujourd'hui, je me dis peut-être. Oui. En fait, oui, c'est vrai que c'était une réflexion déjà que j'avais, et puis une discussion aussi avec une amie entrepreneuse, elle aussi, et qui a voulu justement repartir dans le monde du salariat, et qui me disait que clairement, le fait d'avoir été entrepreneur, ça la mettait un peu en difficulté. Déjà, elle avait moins de réponses, elle avait moins de retours, et que son profil, parfois, il n'était pas sélectionné quand elle était vraiment au bout du bout, parce que parfois, il faisait un peu peur, son profil, donc à certains chefs d'entreprise. Donc, elle me disait, oui, quand j'ai changé mon CV, que finalement, elle a cette expérience-là qui était ultra riche en tant qu'entrepreneur, elle l'a enlevé, ou elle l'a modifié en tout cas, pour ne plus justement déterminer qu'elle était entrepreneur. Et ça a mieux marché. Ouais. En tout cas, elle franchissait au moins les premières étapes. Certaines barrières, ouais. Parce que on n'avait pas cet a priori-là sur elle. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que justement, les entrepreneurs... je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter comme d'autres personnes, en fait. Énormément. Et surtout qu'on a une expérience, une expertise qui fait que on a un profil ultra riche, parce qu'on touche à tout. Justement, quand on est entrepreneur, on est obligé de toucher à tout. Comme tu me disais tout à l'heure, j'ai dû faire mon site, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça, j'ai dû toucher à des choses que je n'ai jamais fait. Donc forcément, tu emmagasines, tu apprends énormément de choses. Donc c'est une richesse que tu peux aussi apporter à l'entreprise. Et donc, mais c'est vrai que dans les... Je sais pas après si c'est juste une réflexion en France qui est comme ça, ou peut-être dans l'esprit anglo-saxon, c'est différent. On aime bien les gens qui ont entrepris, qui ont même vécu des échecs. Je pense que ça peut jouer un peu le côté français, mais bon, il n'y a pas que ça, ça fait partie des choses où c'est un peu difficile en France de faire bouger. Mais je pense qu'il y a le côté aussi, je pense que selon les entreprises aussi, et selon le potentiel manager ou la potentielle manageuse, ça peut jouer aussi sur le... Je pense qu'une petite entreprise aura peut-être plus intérêt à prendre quelqu'un qui a été entrepreneur, parce que justement, on touche à plus de choses que quand on est dans une grosse boîte. Alors je caricature un peu grossièrement, mais la petite entreprise, on va toucher à beaucoup plus de choses, et on va peut-être parfois devoir aider quelqu'un sur un sujet qu'on ne connaît pas, alors que dans une grosse boîte, c'est rare. On est plutôt dans notre case, entre guillemets, sur notre sujet, et on n'en sort pas beaucoup. Il ne faut surtout pas faire la mission que tu n'es pas censé faire. Je n'ai pas eu cette expérience, mais peut-être que toi, oui. Non, parce que c'est très carré. C'est-à-dire que... mais c'est normal, quand on est très gros, on est obligé d'être structuré. Dans une grande boîte, très souvent, celui qui fait la rédaction doit faire juste la rédac. Celui qui doit faire la promotion sur différents sujets, c'est son sujet. Donc, tu peux pas te dire, OK, je vais faire le truc de bout en bout. Et voilà, donc c'est vraiment très carré. Et chacun a sa mission, chacun sa case, justement. Et quand tu empiètes sur le truc, ça va pas. Ça peut créer des petits problèmes. Bien, bon. Et donc là, tu entreprends ailleurs. Tu entreprends sur d'autres projets perso. Notamment, tu m'as parlé du cercle des femmes. Alors, je t'avoue que je ne connaissais pas. Mais j'en ai parlé du coup, c'est marrant parce que j'en ai parlé du coup avec toi et avec d'autres personnes qui vont potentiellement venir aussi dans cette émission, qui m'ont parlé aussi de ça. Ah oui, ok. Mais de manière complètement différente. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est différent. Et que finalement, d'un cercle à un autre, il n'y a pas forcément la même chose. Mais alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de
du cercle des femmes que tu as créé. Qu'est-ce qui t'a inspiré à le créer? Ouais. Et voilà. Donc, Alors, je vais commencer par le début. Euh, En fait, j'avoue que c'est une idée qui m'est un peu tombée dessus. J'ai pas réfléchi, je me suis dit, tiens, si je faisais des soirées, alors après maintenant je les ai fait un peu évoluer et j'ai un peu changé certaines choses, mais le but c'était de faire des soirées donc pour les femmes, pour discuter de sujets qui nous tiennent à cœur mais qu'on n'a pas forcément le temps de discuter. Euh, on mange ensemble, parce que pour moi c'est important de ah partager oui. le repas. Ça fait un petit côté chaleureux en plus, et chacune apporte quelque chose. Enfin, maintenant, à l'époque c'était pas le cas. Au début c'était pas le cas, maintenant chacune apporte quelque chose. Et c'est un moment un peu suspendu en fait. On laisse tout de côté. Juste on s'accorde deux bonnes heures en général. Ça dure, c'est le temps d'une soirée. Où on va parler. Alors j'ai fait plein de sujets. J'ai fait la sororité. Rien que le mot sororité, les gens qui m'ont dit c'est quoi? Bah, c'est la fraternité au féminin. C'est tout. D'accord. C'est la même chose. Et j'ai fait des soirées sur la maternité, la non-maternité, des soirées sur des sujets plus vastes. Alors après, l'avantage des sujets vastes, c'est qu'après, moi, je peux préparer la soirée aussi de façon plus facile. Ça peut être l'argent, ça peut être... alors le féminisme, mais c'était pas exactement le féminisme, c'était plutôt la femme politique, politique au sens large. J'ai pu faire la santé, l'éducation sexuelle. Enfin voilà, c'est des sujets à chaque fois très vastes. Et c'est des sujets auxquels on peut penser forcément dans la journée ou de temps en temps avec une copine, mais on va pas forcément prendre le temps d'en parler. Déjà, à une terrasse de café, personnellement, je serais capable de le faire maintenant. Mais je sais qu'il y en a plein qui m'ont... Non. Elles vont pas parler de certaines choses comme ça parce que c'est des moments où en fait on partage enfin, en tout C'est cas un moi c'est moment comme ça que cosy, je les quoi, ai entre... créés, que je les ai créés. Mm. Oui, c'est un moment cosy où on libère la parole en fait. Pas forcément une parole grave ou une parole importante, mais juste de partager des choses et d'écouter que les autres ont des vécus différents. Et, euh, et du coup, c'est un peu leur moment de pause. Et en fait, j'ai l'exemple d'une amie qui, elle osait pas venir parce qu'elle est très timide. Et un jour, elle me dit, bah en fait, j'aimerais bien dormir chez toi parce que mon mari est pas là, tout ça. Bon, moi, pas de problème, tu peux dormir à l'appartement. Et je lui dis, mais par contre, ce soir-là, il y a cercle. Ah, bon, bah je vais faire un cercle alors. Depuis, elle a fait tous les cercles. Parce qu'en fait, elle est un peu timide, donc elle osait pas venir en se disant, je saurais pas Parce quoi que dire, je sais pas comment parler. en quoi ça consiste? C'est-à-dire, Alors, on est après, là en échange, c'est quoi? C'est une c'est une réunion? soirée où on échange, et en fait, moi, du coup, elles connaissent le thème à l'avance, ça toujours. D'accord. Donc le Et thème type, ça peut être quoi? il y a pas eu de thème type en Par fait, exemple, parce que la ça, c'est ce que sexualité, voilà, je t'ai dit l'éducation sexuelle, la sororité, la Ouais. force des femmes, enfin voilà, des sujets Ok. assez larges. L'argent, tu vois, ça n'a rien à Mhm. voir. Mais à chaque fois, donc il y aura toujours des réflexions où elles vont partager des vécus personnels sur le sujet, Mhm. sans donner d'infos personnelles. Hein. Moi, je Ouais. demande pas à ce qu'elles me disent si elles gagnent bien leur vie ou pas, si elles sont très reconnues ou pas. Enfin, c'est pas le sujet. Et il y aura toujours des petites activités. Alors ça peut être des activités un peu créatives. Il y avait une fois, je sais plus quelle est, je crois que c'était la culture, et je leur avais demandé comme petite activité, j'avais plein de coupures de journaux et je leur avais demandé de créer leur affiche de film. Elles faisaient ce qu'elles voulaient, juste elles avaient à découper, coller. Donc ça c'était un truc créatif par exemple. Parfois c'est des questions un peu de culture générale pour voir est-ce que vous savez classer, du coup je leur fais faire soit seul soit en équipe, classer les créations qui ont été faites sur la vie des femmes dans l'histoire. Et alors du coup en plus j'ai l'avantage d'avoir un cercle où il y a des polonaises, des anglaises, enfin, voilà, c'est un peu multiculturel, enfin, moi je suis très fière de ça. Et du coup à chaque fois j'allais chercher si j'avais l'info de est-ce que la France a été pionnière ou pas du tout. Les Anglais ont été meilleurs que nous à une époque. Enfin, ils le sont peut-être sûrement, ou sur certains sujets, ils le sont encore. Mais en tout cas, voilà, c'était de comparer aussi entre les pays, parce que forcément, moi, tout ce que j'apprends comme notion, c'est surtout sur la partie France. Mais le fait d'avoir d'autres nationalités, ça me permet d'ouvrir aussi un peu plus, à se dire, bah, sur le droit de vote aux femmes, les Anglais étaient avant nous. Ou les Polonaises, par contre, je crois qu'elles étaient derrière. D'accord. Enfin, voilà. Ouais, donc en fait, on apprend du coup beaucoup plus sur, on va dire, la femme en général et sur son histoire, sur la Il y a partie toujours un peu culture aussi ouais, il y a toujours générale. un peu pas instruction, mais il y a toujours un peu de culture générale, je dirais, que j'apporte. Mais il y a toujours aussi un partage de vécu, euh, pas forcément des Et qu'est-ce que grosses ça, choses, mais qu'est-ce que ça apporte? On va dire, je sais pas. ça Bon, leur fait une pause. Franchement, c'est au-delà des choses de... qu'on ne fait pas d'habitude. Ouais. Et pour donner un exemple, j'ai été... Ça a peut-être joué hein, après dans si c'était peut-être au tout début de mes cercles.
j'ai fêté un anniversaire et on parlait de je sais plus quel sujet. Et en fait, il y a un invité qui a commencé à prendre la parole et qui en fait a imposé sa parole. Et du coup, il y en a qui ont plus... Enfin, c'est pas qu'elles ont plus osé parler, mais c'est qu'on va moins prendre la parole. Quand un homme aura dit quelque chose, on va pas forcément aller contredire. Ça, c'est plus comment on dit, c'est un peu de l'histoire qu'on a l'habitude de faire. C'est à nous de changer les choses. C'est aussi aux hommes à nous laisser plus la parole, bien sûr, parce que pour moi, c'est partagé. Mais je me suis rendu compte pendant cet anniversaire, je me suis dit, c'est fou, il a imposé son point de vue. Alors, je pense qu'il y avait peut-être probablement plus de nanas que de mecs pendant l'anniversaire. Mais il a plus marqué le truc, alors qu'il aurait pu juste ouvrir. Moi, en plus, j'ai pas demandé. Enfin, après, moi, qu'ils prennent la parole ou pas, moi, j'ai pas demandé quoi que ce soit. Hein, c'est juste que ça s'est fait dans la discussion comme ça. Et je me suis dit, c'est fou quand même, parce que dès qu'il y a un homme, et ben, déjà, les hommes prennent la parole plus facilement, ça c'est reconnu. Et les femmes vont plus avoir tendance à dire, bon, il a parlé, bon, je dis rien. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas tout le temps, tout ça, et ça évolue. Mais c'est un fait que le fait d'être entre femmes, ça permet de parler plus facilement. Donc les hommes sont bannis. Alors, j'ai déjà eu la discussion avec un ami, parce qu'en plus, il est très tourné vers ça. Lui aussi, il a le vécu. On peut créer un cercle des hommes aussi. Hein. Mais ça existe. C'est vrai. Il y en a de plus en plus, apparemment. On m'en a parlé récemment, on m'a encore dit ça. Pour l'instant, moi, je me vois bien continuer avec les femmes. Après, je m'interdis pas de me dire qu'un jour, je ferai un cercle mix ou je ferai un cercle d'hommes. Je suis pas homme, donc. En fait, Enfin, quand on en avait parlé de ça, c'est vrai que je me suis dit, mais pour moi, c'est dommage en fait de pas recevoir aussi des hommes, notamment, ne serait-ce que pour leur donner un certain nombre de clés. Pour justement s'améliorer en société quand ils sont avec des femmes ou même pour leur façon de voir les choses, etc. Ça peut éventuellement changer aussi leur mindset, on va dire, leur logiciel, pour se dire, ok, ouais, finalement, c'était très intéressant et peut-être que ce que je disais, ce que je faisais, bah, en fait, c'est quelque chose qui est très mal pris. Parce que quand tu me disais, oui, quand je te disais tout à l'heure... oui, pourquoi ne pas lui dire tout de suite que, voilà, que la chose que tu es en train de me dire me vexe ou autre, et que ça ne se fait pas. Peut-être que là, il aurait pu éventuellement prendre conscience en amont et se dire, ok, en fait, c'est un comportement que je dois changer. Non, effectivement. Après, c'est un choix. C'est que au départ, c'est fait pour les femmes. Maintenant, je me ferme pas l'idée qu'un jour, ce sera partagé, que ce sera... Et effectivement, je pense que de l'entendre pour des hommes, ça changerait certaines choses, ça ferait peut-être évoluer certaines choses, mais... Et en termes de pratique, est-ce que vous avez une pratique des fois un peu plus spirituelle, on va dire ? Alors, en fait, ça, c'est aussi... Donc ça, moi, mes cercles, je les ai voulu vraiment faire des cercles entre copines. Enfin, même si elles se connaissent pas, hein, mais c'était l'idée. De se dire, on est entre copines, on parle d'un sujet important et on va discuter de ce sujet-là. C'était pas d'après de faire autre chose que ça. Après, oui, effectivement, il y a des cercles qui sont beaucoup plus axés un peu sorcellerie ou un peu sur tout ce qui est ésotérisme ou tout ce qui est pierre, le pouvoir des pierres ou des choses, etc. Moi, justement, moi, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit ça. Donc, avec des pratiques, voilà, donc avec la lune, la pleine lune. C'est ça, il y en a qui font aussi des cercles de femmes en fonction de la lune et tout ça. Moi, non, c'est pas mon... Alors, on peut en parler, ça peut être un sujet, mais ça va pas être ma façon de les faire. Mais je sais que ça existe, ce genre de cercle. Et voilà, après, en plus, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça touche différents publics. C'est que moi, je vais toucher un certain public, et ces cercles-là vont toucher un autre public. Et après, chacun y trouve son compte. C'est ça qui est enrichissant. Alors, cette partie cercle des femmes, donc tu prends quand même beaucoup de temps. Ouais, je prépare quand même en amont, je me renseigne sur le sujet. Est-ce que du coup, c'est une forme de business aussi ? Est-ce qu'on doit payer ? Est-ce que t'as un business plan ? Est-ce que c'est quand même un modèle économique pour toi ? C'est beaucoup plus... Non, clairement, c'est pas une façon de gagner ma vie. Je vais gagner un petit peu d'argent. Alors, en gros, moi, mes cercles, c'est 10 € plus on apporte quelque chose à manger ou à boire. Et après, je coordonne pour qu'on n'ait pas 4 bouteilles de vin et 3 crackers. C'est tout. Mais, et en fait, je fais payer parce que déjà, ça permet aussi de comprendre que moi, j'ai travaillé, en fait, avant de préparer le cercle, que je prends du temps pour me renseigner sur le sujet. Alors, après, parfois, oui, elles vont peut-être s'attendre à ce que ce soit plus une certaine partie sur le thème de l'argent, elles s'attendaient peut-être à certaines choses et elles l'ont pas eu et inversement. Mais moi, je prépare en amont, je prépare les activités, je prépare le lieu, que ce soit chez moi ou ailleurs. Donc tout ça, je trouve que c'est une façon de contribuer ça me permet de pas rembourser les préparatifs, mais
de contribuer à ce que ça continue. Super. Et donc, au-delà de ça, tu fais aussi autre chose, donc Ouais. des émissions de radio sur l'égalité femmes-hommes. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, je peux en dire un peu plus. En fait, j'ai intégré une association, donc maintenant il y a 2 ans peut-être, qui s'appelle une association à Toulouse qui s'appelle FOEM ou FEM, ça dépend comment on veut le dire. Ouais. Alors FOEM, c'est le mot homme et femme mélangés. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord. Et en fait, c'est pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Et donc, elles font plusieurs actions. Alors, elles sont assez variées, mais il y a notamment l'émission de radio. Et donc, tous les mois, elles ont un créneau à la radio. Enfin, on a un créneau à la radio Mon Pays pour parler de promouvoir l'égalité femmes-hommes, que ce soit... Après, c'est très vaste. On a ces champs libres. On fait on l'organise comme on veut, on le prépare comme on veut. On a 1 heure. Et donc, moi, j'ai participé une première fois en tant qu'invitée parce que donc, j'avais monté mon entreprise et notamment les cercles de femmes, donc pour en faire la promotion, les présenter, ce qu'on vient d'évoquer. Et puis, en fait, elles m'ont dit, si ça t'intéresse, tu peux aussi participer et aussi, on va faire des sujets ensemble. Donc, ça peut être parfois présenter une femme qui n'est pas connue. On a fait il y a quelques mois la promotion, on a parlé du parcours de Rosalind Franklin, qui est en fait la femme qui a permis à 3 hommes d'avoir un Nobel et qu'elle ne soit même pas nommée. Donc voilà. Parce que, ils ont quand même elle a découvert la structure de l'ADN, ce qui est un des éléments fondateurs dans la biologie. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et sans le cliché de Rosalind Franklin, Watson et Crick, ils peuvent aller se recoucher. Voilà. Donc ils auraient donc, rien limite, eu. c'est elle qui a découvert le truc, quoi, quelque part. Elle a découvert la structure. Alors après, elle a été à l'initiative. En fait, ils étaient pas longs. Ils en approchaient, eux. Mais sans le cliché de Rosalind, ils pouvaient rien prouver. Et on l'a pas cité. Et elle n'a même pas été citée, parce que le cliché, en fait, ils l'ont même pas récupéré de façon honorable, pour tout dire. Et en plus, ça, c'est les choses qui ont été dites, mais c'était plus le cas à l'époque. Quand ils ont reçu le Nobel, c'était une vingtaine. Et après, elle était décédée. Parce que forcément, elle a fait beaucoup de cristallographie, donc elle s'est pris beaucoup d'ondes, donc cancer, donc décès. Et du coup, le jour où ils ont reçu le prix, mais moi je me dis, à la limite, elle est morte, on ne donne pas un Nobel à un mort, ok. Mais au moins la citer, dire que ça vient d'elle, etc. Et même pas, elle a été citée. Et même, je sais plus si c'est Watson ou Crick, j'avoue, là j'ai oublié, il y en a un des deux qui a fait un livre sur le sujet, sans même la nommer. Et en fait, quand il a fait ce livre, c'est là que les scientifiques et les proches de Rosalind Franklin ont commencé à dire, ça suffit, c'est grâce à elle si vous avez eu ce cliché. Et donc, le fait qu'il ait fait ce livre, qu'il ait voulu se vanter, ça lui est retombé dessus. Et on a connu Rosalind Franklin, les travaux qu'elle avait faits. Et donc, on a enfin ça s'était su plus largement que si l'ADN a été découvert et compris, c'était grâce à elle à l'origine. Bon. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Ça, c'est l'effet Mathilda, ça fonctionne dans plein de sujets. Donc, ça a été ça. Le mois dernier, on a reçu une ancienne... alors, c'était une ancienne maîtresse d'école et elle a aussi été inspectrice. Et après, elle a travaillé dans l'éducation nationale pour promouvoir l'égalité filles-garçons. Donc ça peut aussi être une interview où on fait un peu plus large après sur le sujet. Et en février, c'est moi qui vais tout préparer pour la première fois pour mon émission. Et le sujet, j'ai décidé que ce serait la représentation de la femme dans l'espace public. Et j'ai déjà trouvé mes invités, ce sera une photographe toulousaine qui est dans une association qui s'appelle Femmes Like You et qui justement prend des photos des femmes qui ne sont pas les femmes qu'on voit tous les jours dans les magazines, sur les devantures de bus, enfin tout ça. Voilà, qu'on montre des femmes, des vraies femmes en fait, tout simplement. Bon, c'est aussi des femmes, les autres, mais je pense qu'il y a, il y a voilà, on voit toujours le même style quand même. Oui, c'est toujours ça. C'est vrai que après, c'est peut-être aussi une certaine façon d'une certaine manière on va dire de donner une forme de moule et de plaire à une catégorie d'hommes qui veulent toujours voir la même chose, ou pour eux c'est ça la beauté, et forcément on met pas autre chose. C'est la beauté du moment en fait. C'est le canon de beauté, enfin le canon de beauté du oui, c'est actuel. la norme actuelle, oui. Mais on voit quand même de plus en plus maintenant, même dans ça évolue, par exemple pour les femmes fortes avec des formes, etc. J'ai vu qu'il y avait quand même
des modèles Oui, ça évolue. qui font ça. Ouais. Donc ça évolue quand même Oui, pas et mal. puis il y a même, j'ai vu encore, je trouve de plus en plus alors je sais pas pourquoi c'est cet exemple-là que j'ai plus vu, mais les culottes menstruelles qui sont de plus en plus promues, Ouais. ils font des promotions avec de plus en plus de femmes qui ont de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs de peau, etc. Ouais. Alors Dove avait commencé il y a très longtemps, hein, mais ça évolue et c'est ça qui est bien, c'est dans ce combat, ça évolue. Je Alors pense ça, que même pour avant, les ça petites recule, filles, moi mais même pour les petites filles, oui, ouais, qui est bien de sûr. filles, leur montrer très jeune que qu'on peut être différente et être Et c'est pas un bien dans problème. sa peau, et c'est pas un problème, et c'est pas parce que on fait pas un 34 qu'on est forcément bien, et qu'on peut très bien avoir des formes et être très bien aussi. Exactement. Donc les deux sont bien. Enfin voilà, donc il faut montrer cette diversité là et ne pas. Ouais, la diversité est partout, c'est juste qu'on a tendance à ne pas la mettre en avant tout le temps. Exactement. Donc voilà, j'espère que je pourrai changer tout avec mon émission en février. J'espère, je te le souhaite. En tout cas, j'invite tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à venir voir ça et découvrir. Écoutez plutôt, puisqu'on est à la radio. Oui, c'est vrai que. Ah oui, vous filmez pas en même temps ? Non, on filme pas. Non, okay, ce serait venir uniquement. Écouter. Donc, écouter la voix de Joséphine. Merci de nous avoir fait découvrir cette radio, en tout cas. Avec plaisir. Alors là, du coup, on va passer à la troisième partie, Oui. qui est une partie sur les leçons, le futur. Même si on a quand même évoqué pas mal, on va dire, de perspectives pour toi, pour le futur, de ce que tu souhaites avoir. Si tu devais donner des conseils pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, ça serait quoi ? Alors, moi, c'est un des conseils que j'ai entendu assez vite, c'est sur le développement personnel. Et ça, je trouve que vraiment, c'est un apport de mieux se connaître pour lancer son entreprise. Alors, on n'est pas obligé de faire le développement personnel puis monter son entreprise, ça se fait en parallèle. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus. Parce que plus on se connaît, plus on sait comment on va réagir, comment on va gérer les choses, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas accepter. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je recommande vraiment. Et il y a une deuxième chose, je pense que c'est une certaine passion pour le métier ou l'entrepreneuriat qu'on va développer. Parce que si on doit y passer plus de temps que dans un emploi salarié, c'est-à-dire plus que, allez, disons 40 heures par semaine, il faut avoir l'envie, il faut avoir une certaine... il faut que ça fasse briller un peu les yeux, quoi, parce que moi je trouve que quand on fait briller les yeux, c'est qu'a priori on est sur un sujet qui nous tient à cœur. Je pense que si on veut monter l'entrepreneuriat, moi en tout cas c'est ce que j'ai appris avec le marketing, c'est que ça me plaît, mais ça me plaît pas assez pour que j'y passe toute mon énergie. Ça c'est sûr. Je conseille de vraiment partir sur quelque chose qui nous plaît à la base et qu'on veut vraiment faire, qui nous passionne quelque part. Alors passion, je sais pas si c'est toujours le bon mot, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, je pense. Ça correspond plus à ce que, en tout cas moi, ce que je pense. Ok. Donc lier l'utile à l'agréable, c'est bien aussi. Et si on peut gagner de l'argent, c'est mieux. Voilà, exactement. Ok. Bon, il y a une des questions qu'on pose dans nos émissions, c'est est-ce que tu as des livres, des films ou des podcasts qui ont été importants pour toi ? Bon, on en a cité quelques-uns durant cet entretien. Mais est-ce que là, tu t'es dit, il y a quand même quelques livres ou films ou autres ou podcasts justement qu'il faut vraiment aller voir parce que ça t'a vraiment apporté quelque chose plus quoi. Forcément sur le sujet qui me tiennent plus à cœur, donc sur les femmes, ce serait il y a 2 livres qui m'ont pas forcément aidé vraiment sur la partie entrepreneuriale, mais ils m'ont aidé sur d'autres sujets, et c'est l'histoire unique de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est nigériane, qui en fait, alors elle a fait un TEDx pour ceux qui préfèrent la vision, et ceux qui préfèrent lire, elle a fait un livre. C'est l'histoire de la vision unique où en fait nous on va vivre quelque chose, même des choses simples, je parle pas d'un truc incroyable. Et en fait, le voisin, il va vivre autre chose. Parce que lui, il a une autre vie, il a un autre vécu. À ce moment-là, lui, il était peut-être malade. Et puis, une autre passante, elle aura peut-être encore une autre vision parce qu'elle vient de gagner un contrat. Et ben en fait, on peut pas tout... Enfin, notre vision, elle est unique, mais chacun a la même... Enfin, le partage de chacun va montrer qu'un même événement peut être vu de façon très différente. Et ça, je trouve ça assez intéressant et important de s'en rappeler quand on est entrepreneur et qu'on cherche des clients et qu'on rencontre du monde, enfin souvent du monde. Et sur le côté plus féministe, ce serait Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme. Voilà, la dernière partie, c'est un bijou.
D'accord. Bon, bah, on ira voir ça. Le message final à transmettre aujourd'hui à notre audience, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors oui, j'y ai pensé ce matin. Vivez. Vivez et protégez la planète. Non, parce que dans les deux Oui, cas, on n'en très a important. qu'une. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur aussi énormément, l'écologie. Bon, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais je trouve que c'est... Il faut vraiment vivre en fonction de qui on est et de ce qu'on aime et tout ça, et pas s'occuper des préjugés, des modèles qu'on nous promeut, et de faire en fonction de qui on est, en fait. C'est ça qui est le plus important, qu'on entreprenne ou pas, qu'on entreprenne en se faisant payer ou pas. Enfin, il faut quand même gagner sa vie, hein. Pour moi, c'est quand même important, un minimum. Mais ouais, franchement, vivez. Très, très beau message. Bah, du coup, on arrive à la fin. Ouais. On arrive à la fin de cette interview. Merci encore, Joséphine, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et puis, je vous dis à très vite. J'espère. En tout cas, on va rencontrer encore beaucoup d'autres entrepreneurs qui vont venir nous raconter leur histoire, nous raconter leurs défis, nous raconter vraiment ce qu'ils ont vécu. Voilà, donc rejoignez-nous, venez nous suivre, faites en sorte de faire augmenter en tout cas notre communauté et notre impact sur ça. Faites découvrir aussi, si cet entretien vous a plu, faites-le découvrir à vos amis, partagez-le, faites en sorte voilà, de donner on va dire, ça pourra forcément servir, même si ça ne vous a peut-être pas servi à vous directement, mais il y aura forcément quelqu'un dans votre contact et dans votre réseau à qui ça pourra servir. Donc voilà, merci encore et je vous dis à très bientôt sur B9 TV.